Bien, bonsoir à tous. Donc la séance d'aujourd'hui porte sur les aléas naturels et les risques. Donc pour bien distinguer d'ailleurs l'origine du phénomène et puis ses dimensions politiques et sociales. Un sujet qui est particulièrement d'actualité dès qu'on aborde les questions environnementales et qui nous projette forcément sur l'avenir. D'une certaine manière, il s'agit de penser l'avenir quand on aborde la question des risques, puisqu'il s'agit d'une réalité qui correspond finalement à la possibilité qu'il y ait une crise et qu'il y ait une catastrophe. Et pour aborder ce sujet qui est vraiment transversal, hein, le séminaire des Transaméricaines apporte et insiste sur la transversalité et sur les différentes parties des Amériques, justement. Donc un continent qui connaît différents aléas, qu'ils soient climatiques, lithosphériques ou bien d'autres. Nous avons trois invités, deux intervenantes et un discutant. Alors, je vais les présenter. Donc, Laurent Saudin, qui est géologue à l'IRD, chercheur à l'IRD qui a travaillé sur le Pérou, l'Équateur et le Chili, et qui est au laboratoire ISTER, pardon. Terre, oui, comme terre, ça fait même pour la géologie. Et Elsa Peinturier, qui est géographe aussi, non, enfin, qui n'est pas géographe, moi je le suis, mais effectivement on a une géologue, donc qui a fait sa thèse sur la gestion de Katrina, ou plutôt l'après-Katrina, puisqu'au début c'était sur les évacuations liées donc au cyclone qui avait frappé cette ville des États-Unis. Et donc qui est au GRED, c'est ça, qui est le laboratoire de Montpellier, spécialisé dans les risques et la gestion des risques. Et Frédéric Alexandre, donc, qui est professeur des universités à Paris 13, à la base plutôt géographie physique. Biogéographe. Et donc qui va réagir aux deux interventions. Donc chacune des interventions aura une dizaine de minutes, et puis ensuite notre discutant réagira, puis chacun réagira l'un face à l'autre, et puis nous réinteragirons à nouveau avec la salle. Voilà. Donc qui veut commence par le commencer? sud ou le nord? Commençons par l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord. Donc Laurent Saudin. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là et merci de m'avoir invité à participer à cette discussion. Donc, c'est un exercice un peu nouveau pour moi, mais je trouve ça très enrichissant. Et comme plus ça va, plus on se dirige dans mon groupe vers des interactions multidisciplinaires. C'est une occasion unique que j'ai saisie. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu les questions qu'on se pose. Alors, mode plein écran. Donc, moi, je suis à l'IRD, donc c'est l'Institut de recherche pour le développement, et je suis affectée dans un laboratoire français à ISTER, mais j'ai pu travailler directement. Il faut que j'oriente le micro, c'est ça? J'ai pu travailler directement au Pérou pendant un certain nombre d'années, pendant 6 ans, que j'ai passé là-bas à construire des coopérations et à interagir et former des gens sur la recherche pour les aléas naturels. Donc, les aléas naturels qu'on aborde par le biais de la géologie, mais de la géophysique aussi. Et l'impact que ces aléas naturels, notamment, ont sur les paysages et la déformation de la surface terrestre. Cette surface terrestre qu'on occupe, nous, en termes humains. Et donc, je me suis intéressée principalement au séisme, mais on travaille aussi sur les tsunamis, les volcans et sur l'Amérique du Sud. Donc, en Amérique du Sud, il y a les Andes. C'est la zone la plus active du continent sud-américain en termes d'aléas naturels. Il y a une chaîne de volcans qui s'étend sur près de 7000 km de façon plus ou moins continue.
il y a la grande faille de subduction qui est représentée ici le long du continent, et il y a des failles qui sont crustales. Donc ces travaux ne sont pas uniquement les miens, hein, ils sont développés dans le cadre des coopérations avec l'INREMET au Pérou et l'Institut géophysique en Équateur, et puis des interactions avec des étudiants en thèse, des postdocs, dont Andy Combé, actuellement en thèse, qui nous rejoindra peut-être. Donc les Andes, c'est un territoire entre autres sismique, donc avec un aléa lié au séisme, mais les séismes, c'est bien joli de les enregistrer à l'heure actuelle depuis 50 ou 60 ou 80 ans. Il faut aussi connaître la source de ces séismes. Et souvent, l'opinion publique ou dans les discussions de vulgarisation qu'on a avec les gens, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe même, les gens pensent que les plus grosses failles produisent les plus gros séismes et les séismes les plus dévastateurs et les tsunamis les plus dévastateurs. C'est pas complètement faux, mais vous regardez ici sur ce graphique les failles de subduction, telles Sumatra ou telle la faille qu'on observe le long de la bordure Chili-Pérou, produisent des gros séismes, certes, des magnitudes élevées, mais on sait qu'elles sont là, et on sait qu'elles existent, et dorénavant, on est capable de construire pour se prémunir de l'impact de ces séismes. Alors que les failles continentales, qui sont plus petites, qui produisent des séismes de façon plus aléatoire et dont on ne connaît pas la position, elles ne sont pas étudiées, et elles produisent des séismes plus superficiels qui vont impacter directement les sociétés, et plus important encore, qui ont impacté les sociétés passées. Donc la question, c'est bien où et quand. Et si on ne peut pas vraiment répondre à la question de quand, puisque ces événements extrêmes naturels, qu'ils soient sismiques ou pluie, on peut les anticiper, mais pas forcément au jour près pour les séismes, beaucoup moins bien que pour la météo, on doit pouvoir dire exactement où il ne faut pas construire. Donc, pour reprendre, on a des failles de subduction ici en noir qui produisent un gros séisme tous les 100 ans au Pérou, par exemple, ou au Chili. Et on a des failles crustales qui produisent des séismes importants, mais moins gros, mais moins profonds, donc avec un impact plus fort sur les populations, tous les 1000 ans. Mais on ne sait pas vraiment. Autre fait extrêmement important, c'est que les Andes sont en croissance exponentielle en termes humains. On a une occupation humaine qui s'est multipliée de façon exponentielle depuis 50 ans, de façon incomparable. On a la ville de Lima qui recense à peu près 12 millions d'habitants à l'heure actuelle. C'est absolument incroyable. Et que toutes les capitales andines, si on fait un bilan, toutes les capitales des pays andins sont installées sur des failles qui sont sismiques. Pourtant, on ne connaît pas la trace nécessairement de ces failles sismiques sous la capitale, et elles n'ont pas forcément été étudiées. Donc ça pose des problèmes gigantesques, sachant qu'en plus, on a, dans l'histoire récente, par exemple en 1746, la capitale de Lima au Pérou qui a été dévastée par un séisme de subduction et par le tsunami associé, comme à Sumatra en 2004. Et en Équateur, par exemple, en 1797, la capitale de l'époque, Carabamba et Riobamba, a été complètement détruite par un séisme. Ils l'ont déplacée à Quito, qui est à nouveau installée sur une faille active. Donc, l'impact sociétal du passé de ces événements qui ont des temps de retour qui sont finalement assez longs pour nous, êtres humains, de quelques centaines d'années, est important à prendre en compte et a tendance à se perdre. Vous êtes bien conscient comme moi que l'histoire n'a pas forcément un impact très, très fort à des échelles supérieures à la dizaine d'années. Donc les enjeux pour le développement sont les suivants. Ici, on parle beaucoup du climat, hein. On parle énormément du climat dans les... Donc ici en bleu, on a le craton brésilien, la zone brésilienne qui est très impactée par le climat. Sur ce graphique, il y a toutes les capitales d'Amérique du Sud pratiquement. Les camemberts, ils représentent la part de pertes économiques liées à des événements climatiques extrêmes. Donc on voit qu'en bleu, ils sont beaucoup moins forts pour les capitales andines, les impacts climatiques, que les impacts des aléas naturels, sismiques ou volcaniques. Donc il faut bien qu'on arrive à communiquer avec les autorités cet aspect très fort des aléas naturels dans les Amériques, qui est certes un peu moins fort que chez nous en Europe que là-bas. Donc nous, on s'intéresse aux séismes passés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui instrumentent, qui déploient des réseaux pour enregistrer les séismes tels qu'on a pu les enregistrer comme à Montélimar cette année.
Et nous, on s'intéresse au séisme à partir du moment où il a eu lieu. C'est-à-dire quelle trace il a laissé dans le paysage, quel impact il a eu dans le bâti, quel impact il a eu sur l'évolution de la société humaine en association avec des chercheurs qui sont spécialisés sur ces aspects-là. Et il y a deux types d'impacts qui nous intéressent. Donc l'impact direct de la faille, comme représenté par la maison qui est directement fracassée par la faille qui arrive en surface, ou les impacts indirects, où les maisons, par exemple, vont être affectées de la même façon, mais elles sont secouées, elles ne sont pas cassées par la structure. Et on voit bien que si on connaît déjà, dans un premier temps, la trace des failles en surface, on peut déjà dire aux gens, là, il ne faut pas construire un hôpital parce que vous êtes sur la trace de la faille, à quelques mètres près. On est capable de dire ça maintenant. On ne sait pas dire quand aura lieu le séisme, mais on est capable d'étudier un paysage pour dire là, il y a une rupture de surface, il y a une faille qui a produit un séisme il y a moins de 500 ans, il y a moins de 1000 ans, et ça va se reproduire. Donc, construisez un petit peu plus loin, pas sur cet escarpement. Donc voilà, j'ai bien insisté sur le fait qu'il y a des séismes passés, des marqueurs indirects qui produisent donc des dommages et puis des effets induits avec associés au séisme un tsunami ou des glissements de terrain ou même parfois des déclenchements d'éruptions volcaniques. C'est pour vous montrer à quel point c'est facile de lire un paysage quand il n'y a pas des milliers d'habitations partout. Quand on est en désert ou dans le désert en Atacama ou comme ici à 4800 mètres d'altitude, au nord de Quito, vous cherchez un trait de couteau dans un paysage, c'est la trace du dernier séisme. Donc là, je peux mettre au défi n'importe qui n'a pas fait de géologie ou de géomorphologie dans sa vie de localiser le trait de couteau dans la photo satellite. C'est là qu'est passé le séisme. Donc il y a des interactions avec la rupture en surface, elle a capturé des petites rivières qui ne peuvent plus suivre leur cours naturel. Il y a plein d'évidences qui vont nous permettre, nous, géomorphologues, d'étudier et de dater ce séisme ancien. Mais quand le paysage il est vierge de toute occupation humaine, c'est simple. Et puis, accessoirement, il n'y a pas de vulnérabilité non plus, puisque finalement, là, ça va embêter 3-4 lamas, mais pas grand-chose de plus. Par contre, dans les villes, là où on a une occupation humaine qui est installée directement sur un plan de faille, donc là, on va aller chercher le trait de couteau. Donc c'est l'espèce de grande virgule au nord de la photo bleue. C'est une trace de faille qui borde le bassin de Cusco. Donc ça, c'est à l'échelle de quelques kilomètres. Donc on peut étudier ça de façon satellitaire. Mais à l'échelle du paysage, on va aller voir une rupture de surface qui serpente le long des collines. De la même façon, c'est une trace de rupture de surface d'un séisme historique. Ces failles, elles n'étaient pas cartées jusqu'à il y a 10 ans. Donc ces structures, elles sont manifestement là. L'être humain, partout dans le monde, a tendance à s'installer au pied des failles actives. Je vais vous remontrer exactement pourquoi. Parce que, comme représenté sur ce schéma, les failles actives, elles vont créer des terrassements où on peut se positionner à plat, un petit peu au-dessus de la rivière. Elle va capturer l'eau, donc elle va créer des bassins sédimentaires qui vont permettre de cultiver. Comme elle capture de l'eau, c'est plus facile d'avoir accès à l'eau. Donc l'être humain, partout dans le monde, s'est installé le long de failles actives. Un peu partout, dans n'importe quel pays sismique, vous allez trouver une ville historique à côté d'une faille active. Donc il y a des marqueurs directs qu'on va chercher, nous, comme je vous ai montré, dans le désert ou sur les glaciers. Donc là, pas de problème, on peut voir les choses. Dans les environnements urbains, c'est plus compliqué. Et on a des marqueurs qui sont peu étudiés, mais qui sont aussi des marqueurs directs, c'est-à-dire le bâti humain, le bâti passé, le bâti archéologique. Il est parfois traversé par des ruptures en surface. Donc ça a été notamment beaucoup travaillé en Israël ou en Grèce, mais très peu en Amérique du Sud. De façon paradoxale, il n'y a pas eu d'effort vers l'archéosismicité en Amérique du Sud, alors qu'on a un bâti inca qui est extrêmement riche, un bâti maya qui est extrêmement riche, un bâti pré-inca qui est extrêmement riche. En même temps, il y a beaucoup de failles, mais il y a beaucoup de constructions précolombiennes en Amérique du Sud, mais on peut aussi aller chercher les marqueurs indirects. Donc ce qui est super intéressant, c'est que les séismes, ils laissent des traces dans les paysages naturels, dans les paysages construits, architecturaux, mais aussi dans les paysages culturels. Par exemple, en 1650, il y a eu un très gros séisme à Cusco. Et ce séisme, il a tellement impacté la ville et la population qu'ils ont
culturellement assimilé le fait qu'il y a des séismes de façon régulière et qu'il faut pouvoir invoquer un dieu. Donc il y a eu la naissance du culte et du Señor de los Temblores au Pérou, directement en lien avec ce séisme. Et par la suite, des processions annuelles en octobre. C'est toujours en octobre, le mois des séismes au Pérou, c'est en octobre. Donc on n'a pas besoin de faire de prédiction, on sait que c'est en octobre, la nuit. Et donc le Señor de los Temblores réunit des milliers de personnes pour des processions dans la rue. Et un impact incroyable, c'est que ce séisme a eu lieu en 1650, a détruit Cusco, a détruit les bâtiments coloniaux, mais pas les bâtiments incas. Et pourtant, quand on discute avec les conservateurs des sites UNESCO incas au Pérou, à l'heure actuelle, ils nous disent que leur patrimoine, il n'est pas à risque sismique. Et quand on va regarder la classification à risque de ces bâtiments ou de ces sites UNESCO, il est à risque climatique. Parce que le seul paléo-record enregistrement des événements extrêmes, il est climatique. Comme nous, sismologues ou géophysiciens, on n'est pas capable de leur apporter un enregistrement des événements passés, les archéologues ne peuvent pas se raccrocher à notre enregistrement des événements extrêmes au passé. Alors, on n'était pas capable, ou on n'était pas assez nombreux, ou on n'était pas assez financés, ou alors il y a trop de pression du climat. Mais toujours est-il que la tendance est souvent d'aller raccrocher des événements extrêmes à des changements politiques ou climatiques en Amérique du Sud, au Pérou. Pourtant, après 1650, il y a encore eu un autre séisme à Cusco, en 1950. Et c'est une photo de Life, du grand périodique américain Life. Il y a eu une couverture photo, une des premières d'un séisme, en 1950 à Cusco. Et là, on voit très bien que le bâti inca, il n'a pas souffert du séisme, alors qu'à nouveau, les murs coloniaux ont été systématiquement détruits. Donc, finalement, on n'a même pas 400 ans pour oublier le fait qu'il y a un séisme. Il y a une cinquantaine d'années pour oublier le fait qu'il y a des événements sismiques à Cusco. Et la société, si elle ne connaît pas ou elle ne se souvient pas des séismes du passé, elle ne prend pas le risque en considération, le risque sismique en considération dans les plans de prévention, dans les plans d'évacuation et dans les plans de construction pour préserver les futures constructions de l'impact des séismes. Donc voilà, je vais juste conclure là-dessus. Nous, on essaie d'explorer un maximum d'archives, parce que les géologues ont beaucoup étudié la géomorphologie, la géologie, la surface du sol, et maintenant on peut aller plus loin que la surface du sol, on peut coupler notre étude au contenu, à l'enregistrement climatique et sismique des lacs, par exemple, puisque les petits lacs glaciaires sur l'altiplano font office d'une espèce de poubelle où toute l'eau ramenée de tous les endroits est concentrée dans les lacs. Ça sédimente et après, on enregistre les événements extrêmes, qu'ils soient climatiques, volcaniques ou sismiques. Les sols jouent exactement le même rôle, sans eau nécessairement. Les bâtiments peuvent jouer le rôle d'un marqueur sismique au même titre que les sols. Le problème de la civilisation inca et des civilisations pré-inca et précolombiennes en général, c'est qu'il n'y a pas d'écrit. Donc on est bien obligé d'aller chercher dans d'autres archives et de faire du multidisciplinaire vers l'archéologie, l'architecture et voir l'ethno-histoire en étudiant les légendes et le contenu de la transmission orale qui a été récupérée à l'époque coloniale. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc moi, je m'appelle Elsa Peinturier, je travaille au laboratoire GRED donc de Montpellier, qui est une UMR mixte qui a notamment un axe principalement dévolu aux risques naturels et à leur gestion. Alors, j'ai effectué ma thèse à la Nouvelle-Orléans, où j'ai passé pas mal de temps également sur ce terrain, en travaillant d'abord sur la gestion des évacuations massives et puis plus largement sur les phénomènes d'émergence de crises dans des situations de catastrophes naturelles. Et notamment sur l'évolution du concept de crise hors cadre, donc qui sont ces crises qui se développent dans des contextes de catastrophes.
Aujourd'hui, c'est un peu compliqué en 10 minutes de parler de la Nouvelle-Orléans et de Katrina parce que l'ouragan a eu lieu en 2005 et on a l'impression d'avoir déjà tout entendu sur Katrina. Et pourtant, je vais m'attacher là, du coup, à vous parler d'un élément en fait, de gouvernance politique et de prise en charge du risque et des catastrophes, principalement aux États-Unis, qui est mon domaine de prédilection, et comment comment cette prise en charge politique et organisationnelle du risque va avoir des conséquences directes sur les conséquences de la catastrophe. Alors, aux États-Unis, on a des risques naturels qui sont à peu près qui sont développés partout sur le territoire. Alors voilà, vous pouvez le voir sur ces cartes-là. On a une vulnérabilité du territoire qui est globale, qui est plurielle, qui est mixte, mais on a surtout des risques divers et variés qui sont situés sur des zones urbaines. Et la problématique du risque en milieu urbain, elle est assez singulière. Les villes américaines ayant une structure aussi extrêmement étalée, étendue, on va avoir des problématiques de risque qui vont être assez particulières en milieu urbain aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le 4e pays le plus grand, le 3e le plus peuplé. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, en Amérique du Nord globalement, en 2012, il y a eu un rapport de l'assureur Munich Re qui disait que l'Amérique du Nord était le continent le plus exposé en termes de catastrophes climatiques, en nombre de catastrophes. Tous les ans, le nombre de catastrophes était multiplié par 5 sur les 30 dernières années. Et donc, de 1980 à 2011, on a à peu près 100 milliards de dollars de dégâts directement liés aux catastrophes naturelles en Amérique du Nord. Katrina, dans tout ça, c'est l'événement le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. En perte assurée, c'est 62 milliards de dollars et en perte globale, c'est 125 milliards de dollars estimés. Et donc, c'est une catastrophe qui n'a pas été la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, mais qui a sans nul doute été la plus coûteuse. En 2001, dans le Houston Chronicle, il y a un journaliste qui a écrit ce petit passage. Alors, je vous le traduis brièvement, qui dit qu'en fait, la FEMA, donc l'organisme de gestion des catastrophes et de la gestion de l'urgence aux États-Unis, estimait que les États-Unis étaient vulnérables à 3 grands risques majeurs qui pourraient ébranler la société états-unienne. Ces 3 catastrophes étant un tremblement de terre à San Francisco, un ouragan à la Nouvelle-Orléans, une attaque terroriste à New York. Donc ça a été, je crois que ça a été dit en février ou en mars 2001. En septembre, il y a eu les attentats terroristes à New York. Et donc en décembre, rapidement, des chercheurs se sont posé la question de la manière dont le risque global, donc le risque terroriste, le risque naturel aux États-Unis, allait être perturbé par ces événements terroristes à New York. Alors, quelques semaines après les attentats de New York en 2001, il y a eu une modification en fait, du schéma de gestion et de prise en charge des catastrophes, quelles qu'elles soient, aux États-Unis. Alors, c'est une transformation qui peut paraître assez mineure, mais qui en fait a tout son intérêt, c'est que la FEMA a été intégrée au département de la sécurité intérieure des États-Unis. Ce qui veut dire en fait que les fonds alloués à la gestion et à la prise en charge des catastrophes, notamment des catastrophes naturelles, sont désormais intégrés au budget de la sécurité intérieure. Ce qui veut dire également qu'en cas de menace terroriste imminente, on a une fluctuation des fonds qui peut être effectuée et donc un transfert de fonds qui peut être développé avec une baisse des moyens alloués à la prise en charge des catastrophes naturelles vers des fonds qui vont être réservés à la prise en charge notamment des attaques terroristes.
Donc on a ce changement mineur et ce changement qui est administratif aux États-Unis, mais qui finalement va en dire long sur la philosophie qui va être mise en place sur la gestion des catastrophes naturelles et donc la place de la prise en charge des catastrophes naturelles aux États-Unis. Et puis alors ce millefeuille administratif typiquement états-unien, entre l'État fédéral, les États, les comtés, fait qu'on va avoir en fait des problèmes législatifs, notamment sur le bâti. Pour vous donner un exemple, à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane plus généralement, depuis 1978, les principes de construction n'ont pas évolué, c'est-à-dire que les règlements d'urbanisme n'ont pas été modifiés. On n'a pas de gestion spatialisée des ouvrages de protection, des digues, des éléments de protection structurelle contre les inondations par exemple. Mais on a une gestion qui est sectorielle, c'est-à-dire que l'État fédéral va s'occuper par exemple de la réduction du risque sur un ouvrage, et puis le comté va avoir en charge la maintenance de ce même ouvrage, et puis l'État dans lequel cet ouvrage est installé va avoir la prise en charge de la gestion d'urgence en cas de problématique sur ce même ouvrage. Donc en fait, on a une gestion qui est vraiment... on a une dilution des responsabilités sur les ouvrages de protection qui va complexifier encore une fois la prise en charge en cas de besoin de moyens notamment sur ces éléments. Donc, au début des années 2000, avec ce changement de paradigme, avec notamment l'imminence des attaques terroristes, le gouvernement américain a complètement refondé sa manière d'envisager les catastrophes et sa manière d'envisager les crises de manière globale. Cette réponse, elle se veut à la fois organisationnelle, juridique et politique. Donc on va avoir l'idée que dans un même organisme, un même plan de gestion va pouvoir apporter des réponses organisationnelles, fonctionnelles, juridiques et politiques également. Ce qui nous amène donc à la Nouvelle-Orléans, où le risque d'ouragan, le risque cyclonique est parfaitement connu et maîtrisé. Là, vous avez une carte, par exemple, des ouragans qui ont frappé la Louisiane au cours du XXe siècle. Les flèches qui sont en gras sont les flèches des ouragans qui ont causé des dégâts sur des systèmes urbains en Louisiane. Et ça ne marche pas. C'est pas grave. Et ici, vous avez sur les 2 décennies de 92 à 2012, les ouragans qui ont affecté la Louisiane avec leur trajectoire. Alors, vous voyez que des ouragans de catégorie 5, 4, il y en a régulièrement, et que les trajectoires sont sensiblement les mêmes pour ces ouragans. Donc, on a un risque d'ouragan qui est connu, qui est maîtrisé, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai noté que tu avais dit que les plus grosses failles produisent pas forcément les séismes les plus dévastateurs. Les ouragans les plus violents en termes d'enregistrement sur l'échelle de Saffir-Simpson n'occasionnent pas non plus les catastrophes les plus coûteuses ou meurtrières. L'ouragan Katrina a été rétrogradé en catégorie 3 avant d'atteindre la Nouvelle-Orléans. Un ouragan de catégorie 3, si vous voyez dans la liste, c'est finalement quelque chose qui n'est pas extraordinaire, en tout cas pour ce territoire-là. Donc en 2004, donc un an avant le passage de l'ouragan Katrina, il y a l'élaboration du National Response Plan des États-Unis, donc à l'échelle de l'État fédéral. On décide de mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de répondre aux grandes catastrophes. Donc on met en place notamment en Louisiane le système de contraflow, qui est l'idée que l'on peut prendre les autoroutes dans le sens des départs sur toutes les voies pour pouvoir évacuer plus rapidement. Ce qui permet d'évacuer des territoires comme celui de la Nouvelle-Orléans pour lesquels il n'y a que quelques voies d'accès qui sont d'ailleurs surpilotis en fait sur des plans d'eau, des bayous,
ou des zones marécageuses, et donc qui permettent d'évacuer plus rapidement. Alors ça va poser des problèmes politiques, organisationnels et structurels, parce qu'un État va déclarer l'état d'urgence et donc mettre en place son contrat-flot, sauf que l'autoroute, une fois qu'elle traverse, qu'elle quitte cet État et qu'elle passe dans l'État d'à côté, qui n'est pas forcément en état d'urgence, on va avoir du coup un report de la problématique et donc des difficultés de trafic routier par exemple, sur des États contigus. Donc on a là encore des propositions qui sont mises en place, qui ne fonctionnent pas forcément. En 2004, il y a l'ouragan Ivan qui va frapper la Nouvelle-Orléans. Le contrat-flot va être un échec relatif, mais on va avoir des difficultés qui vont émerger. Parce que, évidemment, c'est quand on teste les plans en conditions réelles qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont problématiques. Et cette même année, en 2004, les autorités américaines décident de mettre en place le plan PAM, qui est en fait un exercice à taille réelle de création d'un plan de gestion de catastrophes naturelles extraordinaires et donc d'ouragans extraordinaires à la Nouvelle-Orléans. Donc c'était un dispositif qui était en gros une espèce de loi de Murphy généralisée à absolument tout ce qui peut se passer dans une catastrophe, c'est-à-dire qu'on a réuni 300 intervenants pendant 1 an en disant bah voilà, on va faire la liste de tous les points problématiques durant une catastrophe et on va partir du principe que pour chaque point, le pire des scénarios va se produire. Et on essaye de trouver des réponses ou au moins de déceler les points de blocage pour comprendre ce qui pourrait arriver dans le cas de cet ouragan cataclysmique que l'on attend à la Nouvelle-Orléans, qui n'arrivera évidemment jamais, mais sait-on jamais, dans le doute, on va essayer de lister tout ce qui pourrait se passer de catastrophique et on va y répondre. Alors, on se doute bien que lister tous les points noirs qui pourraient survenir durant une catastrophe majeure, c'est extrêmement long et fastidieux. Et en fait, très rapidement, les 300 intervenants se sont rendus compte que si le pire se produisait à chaque fois, de toute façon, les plans ne suffiraient pas, les autorités seraient dépassées, les acteurs seraient dépassés, et donc ça ne fonctionnerait pas. Et alors il se trouve qu'à l'été 2005, Katrina est arrivée en août 2005, des séances de travail devaient encore avoir lieu puisque tout n'était pas terminé. Mais par manque de budget, certaines commissions n'ont pas pu se réunir à l'été 2005, notamment les commissions chargées d'évaluer les évacuations, les commissions chargées d'évaluer la gestion des hôpitaux en autonomie et l'équivalent des plans blancs que l'on a en France en cas de surcrise, donc par exemple d'épidémie durant une catastrophe naturelle. Et donc, ces commissions, par manque de budget, ne se sont pas réunies. Ce qui fait que quand est arrivé l'ouragan Katrina, la FIMA a fait imprimer en catastrophe des plans non finalisés en expliquant aux acteurs, ce qui peut se passer de pire, on l'a à peu près listé. Par contre, on n'a pas encore mis les réponses en face de comment on pourrait éventuellement le gérer. Ce projet PAM lister des dégâts potentiels et des dommages potentiels à toute une série d'événements, alors aux usines, des dommages aux populations, etc. Et en fait, on se rend compte que Katrina aura eu exactement les mêmes conséquences. Donc, PAM était finalement un scénario assez bien ficelé de ce qui pouvait se passer de pire à la Nouvelle-Orléans. Les États-Unis se sont rapidement en fait rendus compte que Katrina était ce qu'on appelait une predictable surprise, c'est-à-dire une surprise qui était parfaitement prévisible et que finalement la réponse à la catastrophe n'était ni plus ni moins qu'une problématique organisationnelle et de gestion, puisque l'ouragan en lui-même n'était absolument pas une surprise. Alors tous les textes ont sauté. Et en fait, on se rend compte que ces problèmes organisationnels et structurels liés à la structure des États-Unis vont avoir des conséquences directes durant Katrina. Là, je vous ai listé en fait le premier mois après la catastrophe, l'évolution de la situation et puis les décisions des autorités uniquement
sur la réouverture de la ville, la réouverture physique, pour autoriser les retours des habitants. Le code couleur que vous voyez à droite, c'est si les retours étaient autorisés, c'était en vert, interdit en rouge, et en orange, c'était certains retours, ou alors certaines autorités disaient que oui, d'autres non. Et en fait, les grands rectangles grisés sont les interventions alors, de l'administration Bush, puis en fait, finalement, de l'armée, qui vont intervenir successivement et faire annuler des décisions politiques qui auront été prises par notamment la municipalité en fait. Et donc on voit bien qu'ici, ce millefeuille institutionnel et cette impréparation organisationnelle, puisque il n'avait pas encore été décidé de qui prenait la décision de quoi, va complexifier en fait la gestion de la catastrophe sur du long terme et pas uniquement en fait sur les quelques jours critiques de l'événement. Là, on est arrivé à un stade où il n'y a plus d'eau dans les rues, où éventuellement on peut commencer à remettre en place certains réseaux. Mais en fait, les difficultés administratives et politiques vont complexifier la gestion de la catastrophe à ce moment-là. Une des conséquences, elle est ici. Vous avez en fait sur cette carte les lieux où les corps des victimes ont été retrouvés à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, on se rend compte que les poches de mortalité se trouvent dans les hôpitaux et les maisons de retraite, qui en fait ont subi les failles et les conséquences de l'impréparation de ces plans de gestion et qui étaient en fait les éléments critiques qui devaient être discutés dans le cadre du plan PAM quelques semaines avant le passage de l'ouragan, qui était comment est-ce qu'on évacue les personnes à mobilité réduite, comment est-ce qu'on évacue les hôpitaux, est-ce qu'on est sûr que les hôpitaux peuvent fonctionner en autonomie, et également comment on gère les patients qui ont besoin de médicaments difficilement transportables, de médicaments qui ont besoin d'être réfrigérés, et puis toute la difficulté de gérer la continuité d'activité des hôpitaux dans le cas d'une catastrophe, notamment les naissances, les décès, les accidents de la route, qui amènent en fait des patients supplémentaires dans les hôpitaux qui ne peuvent de toute façon déjà pas gérer leurs propres malades. Voilà. Donc finalement, la catastrophe Katrina, ce que je voulais vous montrer, c'est que elle ouvre finalement la discussion en étant un cas d'école sur la notion de crise majeure, de surcrise qui peut arriver et de dépassement en fait des prévisions des autorités et donc ce principe de surprise prévisible où rien de tout ce qui avait été écrit pour PAM ne s'est passé différemment pour Katrina, et pour autant, la catastrophe et la crise qui en a résulté a perturbé le territoire pendant plus d'une décennie, et on se pose la question de savoir si la ville et le territoire de la Nouvelle-Orléans sont toujours en crise du fait de la catastrophe Katrina. Et je terminerai sur cette phrase de Lagadec que j'aime bien, qui est de dire que le problème, c'est pas d'éviter les surprises, mais c'est de se préparer à être surpris. Et finalement, c'est peut-être la problématique à laquelle les autorités états-uniennes ont été confrontées durant cette décennie. Voilà.